Je sais que je te parle très souvent des succès de l'Emlist avec notamment la valorisation à plus de 150 millions, le fait que j'ai revendu 20% de la boîte pour 30 millions de dollars, que j'ai racheté des boîtes, investi des millions en startup, etc., etc. Ce que tu sais pas, c'est qu'avant tout ça, il y a eu énormément d'échecs. Dans cette vidéo, j'ai envie de parler de mes échecs sans aucun filtre et aussi des leçons associées à chaque échec. Du coup, quand j'étais plus petit, un de mes rêves, c'était d'être acteur. Et il y a une fois, à la sortie de l'école, j'avais été repéré pour aller faire un casting. À l'époque, j'avais, je pense, 9-10 ans. Donc, j'étais allé faire le casting, sauf que là-bas, j'avais totalement paniqué et j'avais entièrement oublié le texte que j'avais mis des jours à apprendre. Et du coup, bien évidemment, j'avais pas été pris. Donc là, mon rêve de devenir acteur et d'aller à Hollywood s'est effondré. Mais du coup, j'ai pas forcément lâché l'affaire tout de suite. Et un moment, à la sortie de mon école, il y avait du coup des gens qui étaient venus tourner un reportage. Et quand j'avais vu les caméras, j'y étais allé et j'avais commencé à parler avec eux, ce qui m'avait valu en fait d'être repéré une nouvelle fois pour un casting. Donc à cette époque-là, j'ai 12 ans et là, je me dis trop bien. C'est ma chance, c'était pour une pub et donc j'arrive en fait dans la salle d'attente pour les castings et là je commence à entendre des cris, des gens qui hurlaient et tout et je me dis mais c'est quoi ce casting? Ils nous avaient pas donné énormément d'informations, ils avaient juste dit c'était une pub pour une boisson et que il y avait rien à apprendre, rien à préparer et qu'il fallait juste se pointer là-bas. Donc moi je m'étais dit comme j'ai été repéré, bah, ça devrait le faire. Je rentre dans la salle et je suis face à du coup 3 adultes archi blasés qui m'expliquent en fait que c'est une pub pour une boisson. Et en fait le casting c'est simple, je dois faire semblant de boire quelque chose et d'un coup d'avoir énormément d'énergie. Donc là maintenant je commence à comprendre pourquoi tous les gens ont crié et tout. Et là pareil, les gens je les vois, ils sont en face de moi, ils sont archi blasés, ils ont vu des gosses qui criaient toute la journée. Du coup en fait je suis archi gêné. Je deviens tout rouge et j'arrive vraiment à rien faire. Une fois de plus, je frise totalement. Et du coup, les mecs me disent, bon, merci, on te rappellera pour te tenir au courant. À ce moment-là, j'ai compris qu'une fois de plus, en fait, ça marcherait pas. Sauf qu'en fait, à ce casting, il y avait une personne qui travaillait dans une agence du coup de mannequins. Et en fait, il m'a demandé si j'avais envie de faire potentiellement d'autres castings. Il m'a demandé de lui envoyer des photos. Et petit à petit, en fait, il me proposait d'aller sur du coup différents castings, pareil pour des pubs ou parfois des films. Et en fait, je me suis poussé à le faire quelques fois, vraiment pour me sortir de ma zone de confort et réussir en fait à arriver à un moment où je me sentais à l'aise. Quand j'ai passé ce cap, en fait, bah, à ce moment-là, j'ai eu une opportunité du coup de faire quelques photos et c'était le summum de, de ma carrière où j'ai fait des photos du coup pour la Nintendo DS et je suis passé dans Femme Actuelle. J'essaierai de mettre une photo et je pense que en fait les gens de Femme Actuelle pensaient que j'étais une femme. Du coup pour moi qui étais ado avec les cheveux longs à 12-13 ans, ça a été le summum de ma carrière et après j'ai décidé que j'en avais marre et que je ne voulais pas faire ça. Mais du coup en fait, ce que j'ai appris avec ça et avec du coup ces nombreux échecs, c'est que quand quelque chose ne fonctionne pas et quand vous avez peur et quand vous êtes timide et quand c'est compliqué, en fait, il y a un moment où plus vous allez le faire et moins ça va être compliqué. Et pour moi, en fait, c'était le cas quand je devais parler devant des gens. Mais du coup, je me suis forcé toujours à le faire. Et plus je l'ai fait et plus c'est devenu simple. Et en fait, il n'y a pas de secret dans la vie. Plus on s'entraîne et meilleur on devient, et ce, dans n'importe quel domaine. Le deuxième échec est arrivé un petit peu plus tard. Donc moi, après le lycée, je suis parti à la fac. Donc à la fac, l'avantage, c'est que j'avais le temps du coup de travailler à côté. Donc je bossais, j'ai été prof, après je travaillais du coup en tant que vendeur aux Galeries Lafayette. Je faisais beaucoup de babysitting et tout. Et ce qui me rapportait le plus d'argent, c'était d'être vendeur. Mais par contre, le problème en fait quand tu es vendeur, c'est que tes horaires, ils sont un peu calés sur les horaires de magasin, c'est-à-dire que en général, tu travailles la journée. Et comme j'avais la fac à côté, c'était un peu chiant parce que ça me faisait louper pas mal de cours. Et ma voisine, elle bossait au McDo du quartier et elle m'avait dit, bah si tu veux, je peux faire passer ton CV. Donc moi, je me dis, je travaille, enfin, je suis à la fac, je suis pas trop con. J'ai travaillé aussi en tant que vendeur, je fais de la manutention. Enfin, tu vois, j'avais fait quand même pas mal de jobs étudiants. Ça devrait plutôt le faire. Elle passe mon CV, le gars me prend en entretien. J'ai tous mes potes qui ont été pris parce que, pareil, ma voisine avait fait passer leur CV. Au final, je parle, l'entretien se passe bien. Et il m'a jamais rappelé. Il m'a dit que j'étais pas pris et que je pourrais pas travailler au McDo. Et j'ai compris plus tard, en fait, c'est que le mec juste
il m'aimait pas en fait. Et c'était aussi simple que ça. Et en fait, la leçon, c'est que une fois de plus, je vous en ai souvent parlé du triangle pour qu'une vente se passe. Et pour moi, un entretien, c'est une vente parce que t'es censé te vendre à ton futur manager. Et ben en fait, les piliers de la vente, il y a trois choses. La crédibilité, c'est qu'est-ce que vous avez fait avant qui fait de vous un expert dans un certain domaine. Ensuite, il y a la fiabilité. Quand vous faites des promesses, est-ce que vous les tenez? Et enfin, il y a la base, c'est la connexion émotionnelle. Et en fait, cette personne qui avait un petit pouvoir, puisqu'elle pouvait décider de me recruter ou pas me recruter, elle avait aucune connexion émotionnelle avec moi et donc a décidé de me tèche. Et donc, je me suis fait tèche du McDo et donc c'était vraiment la honte pour moi parce que tous mes potes avaient été pris. Mais en fait, ça m'a aussi appris que dans la vie, il y a des choses qu'on contrôle pas et que parfois, ça ira dans notre sens et parfois, ça ira contre nous. Et en fait, c'est OK. Et qu'il faut toujours rester focus sur ce qu'on contrôle. Et ce qu'on contrôle, c'est la personne qu'on est et la personne qu'on devient. Un autre échec que j'ai eu par la suite, c'est que donc moi, j'étais à la fac pendant longtemps. Et à la fac, en fait, j'avais réussi à avoir une bourse au mérite pour aller étudier à l'étranger. Donc, j'étais parmi les meilleurs élèves. Et en fait, quand j'étais là-bas, j'ai réalisé que j'avais pas du tout envie de faire de la recherche. Moi, j'avais toujours été passionné par le business. Mais du coup, les sciences, ça me permettait d'avoir un diplôme sans payer des écoles de commerce qui coûtaient un bras et en même temps de travailler à côté. Sauf qu'en fait, j'ai appris qu'on pouvait aussi faire des passerelles pour aller en école d'ingé et c'est comme ça que j'ai intégré du coup une école gratuite aussi qui s'appelait le NSCP, donc Chimie Paris Tech, la meilleure école de chimie du coup en France. Et à cette époque, le truc qui était le plus stylé à faire quand tu étais là-bas, c'était un stage chez une boîte qui s'appelle Procter Gamble. Globalement, en fait, Procter Gamble, si vous connaissez pas, c'est les produits Head and Shoulders, Axe, etc. Ils ont plein de parfums, plein de lessives. C'est une boîte énorme. Et donc, pourquoi cette boîte, elle était stylée? Parce qu'en fait, tu étais en Belgique, dans un environnement ultra international et que tu étais super bien payé. Et comme moi, mon objectif, c'était de faire un maximum d'argent pour potentiellement plus tard me payer une école de commerce, ben en fait, je trouvais ça génial. Donc j'avais réussi à avoir le stage, sachant qu'en France, ils prenaient globalement 2 ou 3 personnes. Et ensuite, derrière, en fait, ça a été une révélation. Parce que là-bas, j'étais dans un environnement international. Les gens bossaient pas énormément. Il y avait, du coup, ils étaient à fond sur work-life balance, etc., etc. Donc, ils voulaient que tu aies plein d'activités à côté. Les gens étaient super bienveillants. Enfin, c'était vraiment une expérience de ouf. Et plus je passais du temps là-bas. Moi, j'avais créé une équipe de basket là-bas, donc je m'entendais super bien avec des gars qui étaient, je sais pas, genre top manager et tout. Et en fait, mon but après, c'était de me dire, bah, il faut que j'aille travailler là-bas, quoi. C'est la boîte de mes rêves, t'es bien payé, tu travailles pas énormément. Enfin, les conditions étaient juste géniales. Et en fait, pour du coup réussir à bosser là-bas, quand tu faisais ton stage, en fait, tu étais obligé d'avoir ce qu'on appelle une hiring reco, donc une lettre qui te recommande pour que dans n'importe quel bureau dans le monde de Procter Gamble, tu puisses potentiellement aller travailler là-bas un jour. Et en fait, j'étais persuadé que j'allais l'avoir et je l'ai pas eu. Et je l'ai pas eu parce que j'avais une manager en fait qui, une fois de plus, en fait, m'aimait pas énormément. Je pense qu'il y avait des choses que j'avais sûrement mal faites, mais ce qui était avéré, c'est que elle, en fait, elle s'entendait avec personne dans son équipe et que dans son équipe, moi, je m'entendais avec tout le monde et qu'il y a eu plein de fois où des choses que j'avais fait, donc j'avais développé des méthodes, préparez-vous, c'est super intéressant, je développais des méthodes en fait pour évaluer les produits de nettoyant pour le sol. Donc je travaillais moi pour Monsieur Propre à l'époque, j'avais une partie qui était où je faisais venir des gens, des consommateurs du coup dans des fausses maisons, je les faisais nettoyer le sol pour regarder comment la ménagère entre 35 et 60 ans qui était la cible pour ce produit nettoyait. Et en fonction de ce qu'elle faisait, j'essayais de développer des méthodes de façon assez rigoureuse et scientifique pour pouvoir évaluer comment les produits nettoyaient. Et donc la méthode que j'avais développée, elle marchait super bien. Et ma manager de l'époque, en fait, avait pris tout ce que j'avais fait et avait dit que c'était elle qui l'avait créé. Et donc à ce moment-là, j'ai compris que ça allait être compliqué. Et donc en fait, après ça, je me suis rendu compte que quand tu as un manager, tu ne seras jamais en pleine possession de tes moyens et de ce que tu peux faire. Tu auras toujours potentiellement un rempart, en tout cas si c'est un mauvais manager, par rapport à ta créativité, par rapport à ce que tu peux faire et par rapport à ta reconnaissance. Et je pense que c'est à ce moment-là
où en fait, ce moment très difficile pour moi, parce que du coup, je remettais tout en question. Je me suis dit, putain, mais attends, je suis nul. Genre, je me fais rejeter du truc alors que la plupart des gens l'ont. Enfin, du coup, j'étais vraiment au fond du trou à ce moment-là. Et surtout que je me suis dit, bah, du coup, la boîte dans laquelle tu rêvais, en fait, d'aller bosser, bah, tu pourras pas y aller. Et ben, en fait, cet échec, c'était un cadeau déguisé. C'était un cadeau déguisé parce que ça m'a ravivé une flamme où je me suis dit, en fait, moi, j'ai envie d'être libre, j'ai envie d'être créatif et j'ai envie de suivre mon instinct et de faire des choses qui, certes, ne plairont pas à tout le monde, mais en fait, ça sera des choses que moi-même, je vais créer. Et c'est à partir de ce moment-là où, en fait, j'ai commencé vraiment à prendre le goût pour l'entrepreneuriat. Et donc, on arrive à mon quatrième échec, qui était la boîte de t-shirts que j'ai lancée, qui était mon premier business. Donc, comme je vous avais expliqué, mon père, il s'était créé une petite machine qu'il avait construite lui-même pour faire de la sérigraphie. Donc, c'est quand on imprime sur des tissus. Et donc, du coup, je lui avais dit, bah, viens, on lance une entreprise de t-shirts. Moi, j'étais persuadé, en fait, que à partir du moment où tu avais un site internet, les ventes allaient exploser. Je voulais faire des t-shirts qui étaient reliés à Paris, des t-shirts ultra quali, etc., etc. Donc, j'avais lancé la communauté. En quelques mois, j'avais 3-4 000 personnes dessus. Et ensuite, je poussais la communauté pour réussir à faire des ventes. Sauf qu'en fait, ça n'a pas du tout marché. Et que j'ai fait 6 ventes alors que j'avais mis une pression de malade à mon père pour qu'on ait plein de stocks parce que j'étais sûr qu'on allait plus du tout avoir de stock et tout. Et en fait, une fois que j'ai fait le lancement, bah, j'étais totalement bloqué. Et comme on n'avait pas d'argent, en fait, impossible de faire de la pub. Je galérais pour trouver des clients et je me disais, putain, mais en fait, c'est vraiment galère comme business, quoi. Et j'ai été totalement découragé. J'en ai voulu un peu à mon père parce que du coup, on n'avait pas d'argent pour faire des pubs, des machins, des trucs. Je lui en voulais, mais je lui en voulais parce que en fait, j'étais honteux de lui avoir fait des promesses que la boîte allait fonctionner, honteux de lui avoir dit que on allait être super riche dans pas longtemps. Et pour moi, c'était surtout un des moments où j'étais persuadé que j'allais pouvoir rendre à mes parents par rapport à tous les sacrifices qu'ils avaient pu faire pour que mon frère et moi on ait une bonne éducation. Et donc, du coup, à ce moment-là, franchement, c'était super dur. J'ai arrêté de parler à mon père pendant plusieurs mois, ça c'est sûr. Et après, on se parlait très peu pendant 2-3 ans, alors qu'avant, on avait une très bonne relation. Parce que lui aussi, il était super déçu. Et en fait, à la suite de ça, je suis parti faire un autre business. Ça a été très, très dur. Et la leçon, en fait, que j'ai prise de cet échec, en fait, c'est que si tu sais pas trouver des clients, si t'es pas bon en vente, jamais tu pourras faire décoller un business. Et c'est par la suite, en fait, que je me suis focalisé à 2000% sur l'acquisition client, sur le growth, le marketing, les sales, la vente, le growth hacking, etc., etc. Et donc, grâce à cet échec qui a été une frustration énorme pour moi, en fait, j'en ai fait une force. Un autre échec, donc avant de lancer l'Emlist. Après mon agence, du coup, j'avais fait un peu d'argent et je savais comment acquérir des clients, donc j'étais vachement en confiance. Comme de base, moi, je suis plutôt ingé, bah en fait, j'avais envie d'un truc un peu plus technique et je me suis dit, je vais me lancer dans les logiciels, donc les SaaS. Et j'ai décidé de partir en Russie pour recruter des développeurs à très bas prix et du coup lancer un produit. Sauf qu'en fait, j'ai dépensé toutes mes économies, qui étaient pas énormes à l'époque. J'avais dépensé peut-être 4-5 000 euros. J'étais parti là-bas et l'objectif, c'était de lancer un MVP. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le produit que je voulais lancer était dépendant en fait d'un parti tierce. Et après avoir commencé à créer le MVP qui commençait à marcher, le parti tierce nous a totalement coupé les accès et donc en fait on n'a pas du tout pu lancer le produit alors que moi j'avais déjà commencé à le vendre et là à ce moment-là ça a pas du tout marché et les devs que j'avais prévu en fait d'associer au projet et avec qui j'avais prévu de tout lancer, ils prenaient du coup un petit salaire pendant le temps où j'étais là-bas, mais en fait ils avaient quand même besoin d'argent pour vivre et donc très rapidement bah en fait le projet n'est jamais sorti et moi j'ai pas du tout pu générer d'argent par rapport à ça et j'avais du coup tout perdu et tout dépensé, sachant qu'en Russie en fait dans l'appartement où on vivait, c'était à Taganrog, donc vous pouvez regarder sur une carte où c'est au milieu de nulle part. Et en fait un soir où on rentrait, j'étais avec deux autres devs, là je commence à rentrer dans immeuble vraiment ex-URSS, donc ça ressemble un peu à des bunkers et tout, et en montant les escaliers, donc il y a une petite lumière un peu tamisée, je sens une odeur un peu de fer très très forte. Et en montant, je vois une énorme flaque de sang et des traces en fait de sang partout sur le mur jusqu'à la poignée de chez mon voisin, tu vois. Et du coup, là, je suis avec les deux devs qui sont genre frigorifiés, ils veulent plus bouger et tout. Et là, je leur dis, vas-y, on trace. Donc, on commence à courir, on s'enferme chez nous. Et là, je leur dis, les gars, faut appeler la police parce qu'il y a forcément un truc. Le problème, c'est qu'en Russie, quand tu y vas, tu es obligé de faire un visa
Et ce visa, en fait, tu es obligé de dire exactement où tu vas. Donc, techniquement, moi, j'étais pas censé être à Taganrog parce que j'avais fait un visa de touriste, parce que les visas pour aller travailler, c'est quand même compliqué. J'avais pas de boîte à l'époque. Bref, une galère. Et donc, du coup, j'étais obligé de rester caché. Les flics arrivent, toquent à notre porte et tout, on se cache. Ce qu'on a appris, c'est que juste avant qu'on rentre, donc quelques dizaines de minutes avant, il y a un mec qui a suivi un de nos voisins et qui lui a fracassé le crâne avec un extincteur pour lui voler tout ce qu'il avait sur lui et prendre son argent et tous les objets précieux qu'il pouvait avoir dans son appart. Donc à ce moment-là, je me suis dit, le plus important, c'est quand même la vie. Et c'est très cool la Russie, mais il peut se passer quand même des dingueries. Donc j'avais plus aucune thune. Et en fait, ce que j'ai réalisé à ce moment-là, c'est que pour lancer un produit tech, il faut que tu sois avec des gens qui maîtrisent la tech et qui savent coder et qui soient tes cofondateurs. Et que le faire, en fait, quand t'as pas beaucoup d'argent, c'est trop compliqué parce que il peut se passer tellement de choses que très souvent, tu vas avoir envie et besoin de pivoter. Et pour ça, il faut que tu fasses partie, en fait, que d'une seule équipe avec des gens qui savent développer. Et ça a été ma leçon après ce projet. Et c'est comme ça que j'ai lancé Lemlist. Et on arrive du coup à un autre échec qui est, en fait, au moment, en fait, de lancer Lemlist. À cette époque-là, tout le monde en fait parlait de levée de fonds. Tous les articles dans la presse c'était que de levée de fonds. Le bootstrapping c'était pas un truc dont on parlait beaucoup. Et en fait, moi j'étais là en mode bah attends, on a une équipe de ouf. Moi j'ai lancé une agence d'acquisition. Je connais très bien l'industrie. J'étais associé du coup avec des devs qui étaient des bons devs. Donc on s'était dit bah vas-y on va aller lever direct. Sauf qu'en fait ça a pas du tout marché. Et tous les VC, en fait, m'ont dit, mais non, mais c'est quoi cette idée? Lemlist, mais attends, des outils pour faire du cold email, il y en a plein. Qu'est-ce qui va faire que tu vas être meilleur? En plus, vous avez des compétiteurs aux US qui ont levé des centaines de millions, ça n'a aucun sens, etc., etc. Et là, je me suis fait rejeter, du coup, par tous les VC. Qu'est-ce que ça m'a appris, en fait, cet échec? Parce qu'à l'époque, je me disais, du coup, sans argent, ça va être galère et tout. En fait, ça m'a appris que le meilleur argent que tu peux recevoir, c'est l'argent de tes clients. Et en fait, il faut arrêter de se trouver des excuses. On était une équipe où on pouvait développer un produit et moi, je pouvais vendre, je pouvais faire le produit et je pouvais faire tout le marketing qui allait avec. Donc, en fait, il y avait aucune excuse. On n'avait pas besoin d'argent supplémentaire. Les crédits AWS, donc de serveurs, on en avait pour au moins 2 ans. Toutes les boîtes et les outils dont on avait besoin, ils avaient des plans pour start-up qui coûtaient rien. Donc, en fait, avec très peu d'argent, on pouvait réussir à aller closer et à aller trouver des clients. Il fallait juste se sortir les doigts du cul et arrêter de trouver des excuses. Et donc, c'est ce que j'ai fait. En Inde, on parle de ce qu'on appelle la Jugaad Innovation, innovation frugale en français. Pourquoi frugale? Parce qu'en fait, on considère que plus tu as des contraintes et plus tu es créatif, et ça, je l'ai vu. Et donc, j'ai toujours essayé, dans la croissance de Lemlist, de me dire comment est-ce qu'on peut faire plus avec moins. Et en fait, quand tu fais ça, ça te force à penser différemment de tous tes concurrents qui ont levé des centaines de millions. Et en fait, comme tu penses différemment, tu vas ne plus du tout être en compétition avec eux puisque tu vas utiliser en fait des canaux d'acquisition qui seront totalement différents ou en tout cas tu vas être beaucoup plus créatif. Et ça c'est un truc en fait que j'ai vachement apprécié et au final même si c'était un échec, bah en vrai ça s'est avéré être un succès pour nous par la suite et je sais pas si en ayant levé des fonds dès le début, on aurait eu la même traction qu'on a eu jusqu'à présent. Ensuite un point assez drôle, c'est un échec mais vous connaissez sûrement YC, Y Combinator, le plus grand startup incubator au monde basé aux États-Unis. Je ne sais pas si vous êtes au courant ou pas, mais dans cet incubateur, il y avait une personne très connue, surtout aujourd'hui, qui s'appelle Sam Altman, donc le CEO d'OpenAI, mais à l'époque, il bossait chez YC. Et en fait, je voulais intégrer Y Combinator avec un projet qui permettait de personnaliser le web. Je trouvais ça con que quand tu ailles sur un site internet, tu puisses pas juste avoir un site internet qui soit personnalisé par rapport à qui t'es. Et en fait, du coup, je me suis dit, je vais créer un outil qui permet de définir qui sont les personnes qui visitent le site internet afin de pouvoir tout personnaliser. Comment tu fais ça? En fait, il faut que tu places un cookie sur la personne pour l'identifier. Et donc, moi, je me disais, en fait, c'est facile. On va créer un outil où en fait, dès que les gens, en leur envoyant un mail, ils cliquent sur un des liens, en fait, on peut les identifier et comme ça, on a une base de données de personnes. Et donc, pour entrer à Y Combinator, je me suis dit, OK, on n'a pas le temps du coup de coder une démo, mais pour leur montrer ce qu'on veut faire, pourquoi est-ce que en fait, on ferait pas, tu vois, un système qui les forcerait à cliquer sur un lien et quand ils cliqueront sur le lien, nous, on pourra les traquer. Comme ça, quand ils cliqueront sur le lien de démo, ils verront un truc automatisé. Donc là, en fait, je me suis dit, OK, cool. Comment est-ce que je vais faire en sorte que les partenaires de Y Combinator cliquent sur un lien? Et en fait, je vais me faire passer pour le CEO de Dropbox. Donc, j'ai acheté dropbox.bio en nom de domaine. Et du coup, j'ai écrit à tous les partenaires et je leur ai envoyé un message super short en mode « Hello, prénom, qu'est-ce que tu penses de ça ?»
Ça, c'était un lien qui allait vers une page Dropbox 404. Mais en fait, avant d'aller sur la page 404, je le faisais passer sur un de mes sites, je lui mettais un cookie et derrière, je le redirigeais. Et comme ça me permettait d'identifier chacun des partenaires. Et quand les partenaires allaient cliquer sur le lien de démo qu'on avait, ben en fait, ils arrivaient sur un site internet qui était personnalisé pour eux, puisqu'en fait, on avait déjà mis un tracker sur leur browser. Sauf qu'en fait, ils ont pas du tout kiffé. Et en gros, ils ont vu ça comme une tentative de phishing. Donc le phishing, c'est quand tu fais cliquer les gens sur les liens pour leur soutirer des informations, hacker leur mailbox, etc. et tout. Et ils ont totalement paniqué. Et du coup, j'ai un email de Sam Altman, en gros, qui globalement m'insulte. Et ça, c'était un énorme échec. Sachant que c'était lui, tu vois, qui était en train de pousser. Il vaut mieux demander pardon que de demander la permission, etc., etc. Il faut être scrappy, il faut être pirate, machin, machin. Mais du coup, il a pas du tout kiffé parce qu'ils étaient en panique et ils ont cru que YC avait été hacké, etc., etc. Par contre, j'ai Paul Graham, je sais pas si vous le connaissez, mais qui lui m'avait écrit après avoir vu ça et qui avait dit franchement c'était super malin, machin, machin, mais du coup t'as fait paniquer tout le monde. Ça m'a quand même appris que c'est vrai que moi j'avais fait ça et je me disais bah oui c'est juste pour la démo et tout. Mais en fait, c'était vraiment borderline pirate et donc qui avait quand même des limites en business à ne pas franchir et que je pense que sur celle-là, tu vois, j'étais allé trop loin. Et du coup, par la suite, je me suis dit, il faut quand même se calmer sur les trucs un peu gris et faire attention. Un autre échec, mais ça, bon, je pense que c'est arrivé à toutes les personnes qui ont fait du cold call, donc de l'appel à froid. Sauf que cette fois-ci, c'était de l'appel à froid aux États-Unis avec mon accent français de l'époque. Et en fait, en appelant un mec, franchement, c'était horrible. J'étais fatigué et tout. Et j'appelle un gars en call et il a commencé à m'insulter. Et ça, j'avoue que c'était chaud. À ce moment-là, ça m'a quand même vraiment mis une claque en plus. Je sais que je prenais souvent des gens qui étaient pas intéressés, etc., etc. Mais ce gars-là, il était vraiment énervé. À la fin, j'étais un peu déprimé quand j'ai raccroché. Mais je me suis forcé à refaire un call. Et même si c'était un échec, le call d'avant, celui-là, il a fonctionné. Et ça a été un des deals très cool qu'on a signé. Donc la leçon en fait que j'avais après cet échec, c'était peu importe le nombre de portes que vous prenez, il faut pas s'arrêter en fait. Il faut pas s'arrêter de toquer parce que vous savez pas en fait ce qui est potentiellement dans la porte d'après. Et ça, je pense que c'est super important. Un autre échec assez ouf, c'est un échec que j'ai eu du coup en passant sur un podcast aux États-Unis qui s'appelait Mixergy, très très gros podcast. Et en fait, le gars, il est assez sympa au départ et on lance l'enregistrement. Et moi, je me dis que je vais pouvoir faire la promo de l'Emlist et tout. Et là, le mec commence à me défoncer sur le cold email. Et il me dit, le cold email, ça marche pas, c'est un truc nul, machin, machin et tout. Et là, je lui dis, bah, en fait, si, ça marche parce que, regarde, pour venir sur ce podcast, je t'ai quand même fait un cold email. Et là, il me dit, tu veux que je lise le cold email? Je dis, bah, ok, on peut le lire. Et en fait, j'avais zappé, mais dans cette campagne qu'on avait lancée, en fait, elle avait totalement foiré parce que j'avais décalé d'une ligne le fichier Excel que j'avais fait à l'époque. Du coup, les noms avaient mal été remplacés. Donc, le mec, il s'appelait Andrew. Et en fait, dans le message, j'avais commencé par genre salut Stéphane, tu vois. Et donc, du coup, il lit le truc et il fait regarde, non, non, c'est pas Stéphane, c'est Andrew, nanana. Et du coup, là, je commençais à être tout rouge. Et je me dis, putain, comment est-ce que je vais rebondir? Et là, il m'enchaînait. Et je dis, oui, c'est sûr, c'est arrivé, il y a des erreurs, tout le monde fait des erreurs, mais regarde, on est quand même ensemble, nanana. Et après, j'ai essayé de mettre pas mal de bonne énergie. La leçon dans tout ça, tu vois, c'est que même si les gens, ils essayent de te casser, même si les gens, ils essayent parfois, tu vois, de te rentrer dedans, en fait, faut jamais perdre la face. Faire des erreurs, ça arrive à tout le monde. Donc, en fait, quand il m'a dit ça, j'ai pas essayé de mentir. Je lui ai juste dit, oui, c'est une erreur. Et je lui dis, est-ce que tu as déjà fait des erreurs quand tu as fait de la prospection? Est-ce que tu as déjà fait des erreurs quand potentiellement tu as écrit un article, lancé un podcast, machin? Je dis peut-être que toi, tu vois, t'as jamais fait d'erreur, mais moi, honnêtement, c'est une erreur. Est-ce que j'aurais dû la faire? Non, mais je l'ai faite en fait. Et aujourd'hui, je suis super content, tu vois, qu'on puisse en parler aujourd'hui parce que si ça se trouve, il y aura des commerciaux en fait qui vont écouter ça, qui ont fait une erreur et qui se sentaient super mal et ils vont se dire bah ouais en fait là tu as le fondateur d'une startup qui fonctionne qui lui aussi a fait cette erreur donc ça peut arriver à tout le monde et en fait le plus important c'est de continuer de jamais lâcher l'affaire et de toujours s'accrocher et de se battre pour son business. Et là le gars gros silence et il m'a dit ouais t'as raison et après on a commencé à parler du business et tout et ça a totalement
retourner la situation. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu et du coup que tu te dramatiseras pas trop si tu es en train de vivre un échec ou que tu as vécu des échecs. Ça arrive à tout le monde. Le plus important, c'est de continuer et de jamais rien lâcher. Allez, bisous!